Je suis très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Josiane Balasco. Salut. Alors, Josiane Balasco, bonsoir. Vous êtes auteure, scénariste, romancière, actrice, comédienne, militante, mais surtout, vous êtes celle qui a prouvé qu'on pouvait devenir une star en s'appelant Josiane. Oui, ah bah oui. Bah, c'est pas évident, hein, de s'appeler Pas évident au Josiane. départ. Ouais, ouais. Et vous êtes la seule Josiane célèbre au monde, en fait. Ça vaut un big up? Alors, Josiane, en P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, votre carrière et de la pièce que vous avez interprétée à partir du 25 janvier au Théâtre de la Renaissance. La nuit sera chaude. Et puis, nous dirons un mot du film Les Bronzés 3, surtout pour annoncer qu'il n'y aura pas de Bronzés 4. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ah oui. Ouais. Parce que sinon, c'est les bronzés à l'hospice, quoi. Alors, le seul vrai moment où vous avez éclaté de rire, il paraît, avec Les Bronzés, c'est quand vous avez vu votre compte en banque, c'est vrai? On a eu du pognon, ce qui était normal. Les deux premiers ont engrangé tellement d'argent que nous n'avons pas eu, parce que nous, on était payés normalement pour des jeunes acteurs inconnus. Et donc, c'était normal qu'on touche un peu au troisième. Ouais. Merde. Ouais. Et depuis, quand vous interrogez votre compte par téléphone, vous croyez qu'on vous donne votre numéro de sécurité sociale? Alors, je l'interroge peu. Ah ouais. Dieu merci, je suis pas en train de regarder, c'est pas le cas de tout le monde, et on le sait, ça. Ouais. Alors, en P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour discuter avec nous de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine. Elisabeth Guigou, députée PS du 9-3, pour son livre « Pour une Europe juste ». Elisabeth Guigou, elle croit en l'Europe. En même temps, quand on voit la Grèce, heureusement qu'il y a l'Europe. Hein. Tout est en ruine là-bas. Alors, toujours en P2, nous accueillerons Dominique Paillet, ex-porte-parole de l'UMP, qui vient de se faire virer par Copé, le pauvre. Alors, il paraît qu'il passe ses après-midi en pyjama à mater d'Éric en se demandant quand est-ce qu'il va pouvoir mettre son CV à jour, le pauvre. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a été porte-parole? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il nous le dira. Bon, d'accord. En P3, après Le Zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir, Micheline Pierre, qui nous parlera du drame de la solitude. Elle peut passer un mois sans parler à personne. C'est un peu comme Franz-Olivier Gisbert sur France 2. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, Josiane Balasco, rebonsoir. Rebonsoir. Donc, vous serez sur la scène du Théâtre de la Renaissance à partir du 25 janvier dans La nuit sera chaude, une pièce écrite et mise en scène par Josiane Balasco, avec Josiane Balasco, Valérie Lang, Daniel Berliou, Pascal Bongard et Georges Aguilar. Alors, c'est l'histoire de Dina, qui est jouée par Valérie Lang, une jeune femme peintre, qui est la maîtresse d'un pilote de ligne marié. Et un soir où ce pilote de ligne se remet de son jet lag dans son bain, une femme, vous, Josiane Balasco, sonnez à la porte et vous prétendez en fait que ce pilote, c'est Pedro, son mari, oui. Chauffeur routier, voilà. Oui, c'est ça. Au départ, c'est une grosse menteuse. Hein. Ouais, ouais. Et surtout, Monique. Mon nom, ouais. Monique, on a, ouais, ah oui, Josiane, vous appelez Monique. Josiane en vrai, voilà, mais Monique, dans la pièce, c'est Monique. Monique, ouais, voilà. Bien, ouais. Monique a un secret, c'est qu'aucun mec ne peut lui résister. Ouais. Ouais. Et ça, Dina ne le sait pas. Ouais. Mais elle va s'en apercevoir à ses frais. Elle a acheté son dévolu sur le pilote de ligne. Mais alors, une femme qui peut séduire n'importe quel homme, qui détruit des couples, elle finit pas mariée avec un président de la République? Non, ce que dit Monique, c'est que dans les premiers temps, elle s'est tapée tout le monde. Ouais, ah oui. Et elle ajoute ensuite qu'il y a quand même 80% de mauvais coups. Hein. Oui, d'accord. Alors, dans La nuit sera chaude... Ça, vous ne relevez pas trop. C'est marrant, il y a un silence après. Moi, je montre pas ce problème-là. C'est pour ça. Alors, dans La nuit sera chaude, votre mari, Georges Aguilar, est également sur scène. Vous dites, on s'est rencontrés sur le tournage du Fils du Français en Amazonie. J'avais vu ce qu'il avait fait dans Bagdad Café. Je lui trouvais un charisme extraordinaire. C'est un ovni. Il est beau. Il représente la puissance virile sans agressivité. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ah, ben c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà, et coup de foudre à 50 ans, quand même. Ouais, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Alors, vous l'avez rencontré en Amérique du Sud, mais il est d'origine apache. Ouais. Alors, après le chef indien, vous allez vous taper tous les village people comme ça, non? Mais je sais pas s'ils sont très portés sur les femmes. Non, pas trop. Bah voilà. Pas trop.
C'est vrai que le matin, avant de prendre sa douche, il fait une petite danse de la pluie. Non, je peux pas rien dire parce qu'après il va débouler dans le plateau, il va casser la gueule. Ah d'accord, ouais, non, vous avez dit qu'il est pas parce agressif. que t'as vu comment il est baraqué? Ah, il est baraqué, ça c'est sûr. Ouais. Mais les gens très baraqués n'ont pas besoin d'être agressifs. Ah d'accord. Comprends? Georges Aguilar. Ouais. Il n'aurait pas pu s'appeler Cheval Fougueux ou non? Les Indiens, c'était un peu comme les Juifs en Europe de l'Est, c'est-à-dire qu'ils avaient des noms qui étaient les leurs, et chaque pays leur a donné, on dit tu t'appelles Montagne Noire en hébreu, ah, oui, et ben on va t'appeler Schwarzberg. Schwarzberg. Voilà. Et les Indiens, pareil. Aguilar, ça vient de aigle. Mais il n'a pas de nom d'Indien, je veux dire. Non, comme, il n'a pas de nom d'Indien. Il y a beaucoup d'Indiens qui n'ont pas de nom d'Indien. Dans une de mes dernières pièces dans lesquelles il jouait, il s'appelait Ours qui n'aime pas être dérangé. Ah oui, c'est bien ça. Diminutif, Ourski. Ouais. Alors, vous vivez avec un Indien donc d'Amérique, vous êtes d'origine yougoslave. Vous l'avez trouvé comment le débat sur l'identité française, vous? Ben, j'ai trouvé totalement déplacé. Ouais, ouais. On n'a pas de problème sur ce que c'est que l'identité française. Apparemment, il y avait que les mecs du gouvernement qui en avaient. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, votre vrai nom, c'est Josiane Balaskovic. Ouais. Et vous trouviez que ça faisait un peu joueur de foot? Ouais, c'était long. Alors, votre père, Ivan, était donc yougoslave. Votre mère, Fernande, était française. Ils avaient un bistrot-restaurant à Saint-Ouen. Et ensuite, entre la gare de l'Est et la gare du Nord. Et vous n'aviez pas le droit de sortir? Peut-être parce que c'était dans les années 60 et les mômes de 10-12 ans, ils n'allaient pas se balader. Ils restaient chez eux. Et moi, j'avais quand même la chance énorme de rencontrer toute la journée des gens. Bah D'habitude, tu étais coincé chez toi et tu bouffes avec tes parents. J'avais la chance de ne pas avoir à bouffer avec mes parents. Et alors vous dites, je faisais mes devoirs dans un coin de la salle, je passais mes journées à regarder les clients, des ouvriers, des poivreaux, des fauchés, des vieux. J'avais conscience d'être différente, je regardais les gens d'un œil critique, j'aimais leur poser des questions. Ce que ça m'a appris, c'est à accepter beaucoup les gens, toutes sortes de gens, toutes sortes de différences. Voilà. Ça m'a appris que les personnes ne sont pas forcément ce qu'elles ont l'air d'être. Parce que dans les bistrots, c'est comme une scène de théâtre. Le client arrive, tu as le metteur en scène qui est derrière le comptoir, qui est le patron, et ils font leurs entrées. Et au bout d'un moment, on se confie. Ils ont leurs histoires. Ça vous a appris l'empathie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous écrivez pour un homme, vous êtes un homme. Ouais, c'est ça. C'est une bonne école. Oui. Alors, à l'époque, vous sentiez que vous n'étiez pas comme les autres. Et vous imaginiez déjà que vous allez être quelqu'un d'important, mener une vie hors norme. Je savais que je voulais pas avoir de patron. Je voulais pas avoir quelqu'un qui me commande. Je crois que c'était ça qui me motivait. Alors, votre mère était persuadée que ses enfants étaient géniaux. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs, parce que votre frère est devenu un astrophysicien réputé. Et comme vous dessiniez bien, elle pensait que vous alliez devenir... Ah bah oui, un équivalent, pas de Picasso, mais presque. Alors je dessinais bien, mais très mauvaise pour les couleurs. J'étais pas faite pour devenir un peintre. Alors votre mère s'est signée au Cadven pour vous envoyer dans la fameuse école de Penningen, où on prépare les arts déco et les beaux-arts. Mais vous avez été recalé, en fait. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Penningen, ça vous apprend une chose, c'est à faire charrette. C'est-à-dire qu'on vous donnait des devoirs à faire à la maison, où on devait y passer la nuit. Donc ça vous savez le faire maintenant. Maintenant, on sait le faire. Alors, vous avez été recalé dans Caux Arts Déco. À ce moment-là, vous ne savez pas trop quoi faire. Et un jour, vous accompagnez votre amie, Laura Laufer, chez la fameuse professeure Tania Balachova. Et là, vous restez là, vous traînez là, quoi. Oui, je traîne là, parce que j'avais envie de faire de la déco théâtrale. Je me dis, bon, je sais un peu dessiner, j'ai quand même j'ai des bases assez solides. Mais je ne pensais pas du tout que j'allais faire actrice. Et le prof non plus, il m'a vu arriver, il m'a dit, qu'est-ce que vous foutez là? C'est pas votre place. Il dit, je peux rester. Et c'était une époque bénie où on n'avait pas besoin de fric pour rester dans un cours. À l'époque, les 3 quarts des élèves qui n'avaient pas le fric ne payaient pas. Donc je suis restée jusqu'au moment où j'ai découvert que éventuellement je pouvais faire rire. Et depuis, vous êtes drôle? Bah, je sais pas si je suis drôle, mais enfin, j'essaye. Si. Alors, comme disait Coluche, vous voulez faire vedette, que vous faites vedette. J'étais la seule, d'ailleurs, splendide, à dire, moi, je veux faire vedette. Pour la bonne raison que quand on est vedette, on a des grands rôles. Moi, j'avais envie de jouer beaucoup. J'avais un gros appétit. Il vous manque Coluche? Bien sûr, tout le temps. Qu'est-ce qui nous a laissé Coluche, à part des milliers de gens à nourrir tous les hivers? Je sais pas, quand on repense à tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait, il a laissé un esprit d'insolence qui n'existe plus. Alors ensuite, il y a eu le Café de la Gare, le Splendide. Vous parlez de quoi quand vous rencontrez les mecs du Splendide, du CAC 40? Non, on n'a jamais parlé de pognon, à vrai dire, sauf quand on n'en avait pas. Vous savez bien que les gens qui ont de l'argent ne parlent jamais d'argent. Ils sont discrets, bien sûr. Mais bien sûr, on n'a pas besoin. Alors ensuite, il y a eu les pièces, les films, les romans, le militantisme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de comiques engagés. Vous êtes une des rares aujourd'hui à vous battre pour les sans-papiers, pour le droit au logement, etc. Comment ça se fait? Personne ne bouge?
Je sais pas, c'est peut-être plus la mode. Ouais. Moi, je me souviens, dans les années 70, les musiciens allaient faire des concerts de soutien aux gens en grève. Ouais, bien sûr. C'était logique, Ouais. ça faisait partie de la culture. Or, maintenant, la culture, c'est plus ça, c'est devenu peut-être plus individualiste. Mais je pense aussi que les gens aussi ont un petit peu peur de s'engager. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais pas avoir le fisc au cul? Des conneries comme ça. Hein. Ouais. Parce que je veux pas être sur écoute. Et alors, si tu es sur écoute, qu'est-ce qu'ils entendront? Tu vois? Vous dites, moi, j'ai pas peur, personne ne me fera un deuxième trou du cul. Oui. Oui, je crois que c'était une expression de ma grand-mère. Et je trouvais ça formidable. C'est vrai, quand ça remet, si je peux me permettre l'expression, les choses à leur place. Ouais. Donc, je veux dire, si je dis mes idées, si je les proclame, si je gueule un peu, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Voilà. Malheureusement. On m'écoutera pas, peut-être, Ouais, c'est tout. ouais. Bon. Je vous trouve très en forme, là. Bah, les maquilleurs et les coiffeurs sont très bons. Hein. Ah ouais? Alors, la lumière, Non, je chez trouve vous, très bien. impeccable. Là. C'est bien votre pièce, le pitch est génial. Hein. Vous avez quand même des bonnes idées de pitch, vous. Hein. Bah, je sais où elle va chercher tout ça, j'en Oui, sais non, non, rien. mais vraiment, J'en sais hein. rien, ça arrive comme ça. C'est- Non. Non, même Non, je fume pas parce que ça me donne faim. Ah oui. Voilà, Je donc j'ai pas comprends. besoin. Donc je bois légèrement, non, vraiment même pas. Ouais. C'est comme ça. Je C'est très fume drôle, en tous énormément les cas, des cigarettes l'idée. et Ouais. je joue sur mes jeux vidéo pour me calmer, mais c'est tout. Donc c'est le 25 janvier au Théâtre de la Renaissance. Ça s'appelle « La nuit sera chaude ». Nous sommes toujours en compagnie de Josiane Balasco. Et nous accueillons Elisabeth Guigou, bonsoir. Et Dominique Paillet, bonsoir. Alors Elisabeth Guigou, vous avez été ministre de François Mitterrand et de Lionel Jospin, notamment garde des Sceaux. Vous êtes aujourd'hui députée du 9-3. Secrétaire national du PS. Alors ça y est, au PS, vous êtes tous d'accord sur le calendrier des primaires. Écoutez, C'est pas évident, hein? Oui, mais nous avançons, nous faisons notre chemin. C'est que c'est en 2012 les élections. Et vous quand même. verrez, Ouais. vous savez, le lièvre et la tortue, vous verrez que nous serons prêts le moment venu. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'avoir un calendrier sur le projet. Donc, Alors là- le 29 mai, nous aurons un projet approuvé par nos militants. Il y aura une convention nationale. Wow. Et ensuite, eh bien, nous engagerons la campagne pour les primaires. Voilà, on va essayer de faire du bon travail. C'est quand même beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Non, sérieusement, quand même, c'est des choses qui devraient se régler. Il faudra voir à la fin. Voilà. Alors, vous avez déclaré aux Parisiens, j'espère que les primaires ne seront pas dévoyées et que nous n'assisterons pas à un bal des égaux. Un bal des égaux au PS, c'est pas pensable. Non, mais écoutez, c'est un peu... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non. Ben, c'est la sortie de Manuel Valls sur les 35 heures, Ouais. ce qui est la dernière en date. Ouais. Quand on fait une déclaration sans réfléchir comme ça, Ouais. uniquement pour se démarquer de son camp, hein, Ouais. c'est pas acceptable. D'ailleurs, moi je pense que Manuel, qui est un garçon intelligent pourtant, il s'est tiré une balle dans le pied. Ouais. Voilà. D'une certaine façon, il nous aura tous rendu service. Pas à lui-même, parce que je pense que dorénavant, ceux qui auront envie de se livrer à ce genre de petits jeux, ils réfléchiront à deux fois. Ouais. Alors, vous avez déclaré sur Europe 1, vous, pour ma candidature, je ferai connaître ma décision au moment prévu par le calendrier en juin prochain. Mais il y a des chances que vous soyez non, mais candidate vous aussi. écoutez, aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est que je considère qu'il y a deux personnes qui sont en situation, c'est Ouais. Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn. Ségolène, non. Bah, pour moi, Ségolène n'est plus en situation. D'accord. Elle a eu son moment Ouais. en 2007, mais bon, elle n'a pas gagné sur un manque de crédibilité. Or, Ouais. aujourd'hui, on ne voit pas, en effet, comment ce moment plus favorable pourrait venir. Ouais. C'est comme ça. Comme ça. Ça n'enlève rien à ses qualités personnelles, elle en a. Il y a quand même deux problèmes au PS. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de leader naturel comme François c'est vrai. Mitterrand à l'époque. Hein. Et le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de doctrine, parce qu'en fait, vous n'avez toujours pas choisi entre l'intégration au libéralisme, c'est-à-dire DSK, Manuel Valls, et la lutte des classes, c'est-à-dire Hamon et Emmanuelli. C'est pas choisi, ça, pour le moment. Non, mais écoutez, je crois que nous avons une troisième voie pour, justement, la social-démocratie européenne, qu'il nous faut absolument avancer. Alors, c'est vrai, on ne va pas récuser l'économie de marché, Ouais. hein, elle est là. On ne va pas revenir au protectionnisme. Ça, c'est à écarter absolument. Mais nous devons dire qu'il faut absolument bâtir un modèle de développement qui respecte le social et l'écologie. Il n'y a pas de défi plus important que ça. Alors, tout le monde était allé à Jarnac donc, pour rendre hommage à François Mitterrand. Est-ce que le plus bel hommage que vous pourriez rendre à François Mitterrand, ce ne serait pas de gagner la présidentielle? Oui, je suis Oui. tout à fait d'accord avec vous. Alors, Ségolène Royal s'est dite prête à lui succéder. Vous qui êtes né à Marrakech, quand elle fait une boulette, ça vous rappelle le pays, non?
Alors, vous publiez au Cherche Midi un livre intitulé « Pour une Europe juste », des entretiens avec Véronique Auger de France 3. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à le lire. Je suis resté bloqué sur la couverture, en fait. J'adore cette photo. Je trouve très, très bien là-dessus. Vous avez un petit côté Mireille d'Arc. Hein. C'est la coiffure. Ça, si je vote pour vous aux primaires du PS, on peut dîner ensemble, Elisabeth? On en reparlera le moment venu. Alors, je vais bien là-dessus. Alors, ce que vous dites, en fait, c'est que le concept d'Européen vous est familier, car vous êtes né au Maroc, et quand vous étiez enfant, on parlait des Français, des Italiens, des Espagnols, en disant les Européens pour les distinguer des Marocains. Donc pour vous, effectivement, c'est pas un mot nouveau, Européen. Il suffit d'ailleurs, dès que vous allez en dehors d'Europe, ouais. C'est évident que nous sommes tous des Européens. Alors, en 80, vous rejoignez Delors, donc là, vous passez à l'action sur l'Europe. Et aujourd'hui, alors que tout le monde accuse l'Europe et l'euro de tous les maux, vous voulez plus d'Europe, vous. Est-ce que c'est pas le syndrome de l'Union soviétique, où moins ça marchait, plus on continuait? Oui, non, mais je dis aussi, si je dis pour une Europe juste, c'est que je pense qu'il faut une autre Europe. Ouais. Voilà. Je pense que la peur aujourd'hui, les grandes peurs, l'Europe, elle a eu ce mérite de répondre aux peurs du XXe siècle. La peur fondamentale aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous allons devenir, nous qui avons gouverné le monde, dans ce monde-là. Alors vous avez des bonnes idées, la négociation unique des achats d'énergie, l'harmonisation des diplômes, les droits de la femme, la clause de l'européenne la plus favorisée, l'interdiction des paradis fiscaux. En fait, vous zappez quand même deux problèmes essentiels. C'est d'abord que quoi qu'on fasse, la main-d'œuvre polonaise sera toujours 5 fois moins chère que la main-d'œuvre française. Et deuxièmement, l'obligation, à mon avis, d'un protectionnisme non pas français, mais européen. Parce que, à partir du moment où le SMIC chinois est à 100 € par mois, il faudra bien un peu de protectionnisme, sinon on va être ruiné. Alors, sur la main-d'œuvre polonaise, ce qu'on ne devrait pas accepter au sein de l'Union européenne, c'est qu'en Allemagne ou en France, on paye des Polonais au salaire de la Pologne. Oui. On devrait payer des Polonais au salaire français ou allemand. Après, protectionnisme. Moi, je ne crois pas au protectionnisme même européen. Ce que je crois, et je le dis dans ce livre, c'est que si nous bâtissons avec les pays du sud de la Méditerranée et avec l'Afrique, si on bâtit un ensemble régional euro-africain, intégré de plus en plus, dans lesquels on aurait des politiques agricoles communes, une politique de la pêche, dans lesquelles on se partagerait la production industrielle, à ce moment-là, vous voyez bien que cet ensemble-là, à l'échelle d'une génération, eh bien, il pourrait compter dans le monde. Parce que l'échelle aujourd'hui d'habitants dans la mondialisation, c'est le milliard d'êtres humains. Ouais. L'Europe, c'est 500 millions. C'est pas assez. Donc, il faudrait, avec l'Afrique... Comme l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, il y aurait l'Europe et l'Afrique. Exactement. Ouais. Et à ce moment-là, on pourrait dire, je ne parle pas de protectionnisme, mais à l'Organisation mondiale du commerce, écoutez, nous voilà, nous sommes un ensemble riche. Il y a un ensemble plus pauvre. On exige, parce qu'on le fait nous, de respecter des normes sociales, écologiques dans les échanges. Vous avez un vrai programme, alors? Ben oui. Vous allez vous présenter, alors? Je vais peser sur le programme du Parti socialiste. J'ai commencé d'ailleurs, parce que vous trouverez, si vous avez le courage de lire nos textes, notamment notre texte international, parce qu'on a déjà pris position, vous allez trouver tout ça. Bravo, bravo. Alors, Dominique Paillet, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir pour témoigner sur le drame du chômage qui peut toucher chacun d'entre nous. La preuve, la semaine dernière, Jean-François Copé vous a viré de votre poste de porte-parole de l'UMP. Ça va, vous tenez le coup? Oui, parce que j'étais multicarte. J'avais plusieurs jobs, donc je réussis à survivre. Donc maintenant, vous êtes à la recherche d'un job de porte-parole de parti politique, quel que soit le parti politique, c'est bien ça? Non, je me suis mis à mon compte, je parle pour moi-même. Parce que sinon, on pourrait faire passer un CV à Elisabeth, peut-être qu'il y a un poste de, porte-parole du PS qui peut se libérer. Hein. J'ai déjà donné à gauche il y a très longtemps. Ouais, c'est vrai? Vous étiez à Crocard, vous? Absolument. Oui, je me souviens. Vous pouvez le prendre, non? Comme porte-parole du PS. Lui, au moins, il est déjà, il est déjà d'accord pour les 35 heures, lui, au moins. On accueille toutes les bonnes volontés. Hein. Alors, non, ce qui est quand même un peu difficile dans votre cas, c'est que vous avez appris votre éviction par le site internet du Journal du Dimanche, quand même. Pas tout à fait. Ah bon? Nous avons eu une explication musclée avec Jean-François Copé, mi-novembre. Ouais. Ah oui. Et je savais bien évidemment, compte tenu de cet échange, que tout cela aurait une fin. Ouais. Mais j'ai lu, comme vous sans doute, sur le site du JDD, que cette fin a été annoncée avec
beaucoup de courtoisie, comment dirais-je, un savoir-faire extraordinaire. Il n'y avait pas chez Jean-François Copé de volonté d'humiliation. Non, tout ça a été très clean. Je l'en remercie d'ailleurs. Non, je pense que c'est un modèle du genre. De bonne manière, en tout cas. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Copé? Vous êtes foutu de la gueule de son père, la plus belle de la vie, non? Non, je crois que, plus simplement, nous n'avons pas tout à fait la même vision des choses. Il y avait chez lui vraisemblablement une rancœur très profonde, une haine farouche, et que sa nouvelle position lui a permis d'exprimer. Alors c'est dommage, c'est quand même un job à 8 000 € par mois, c'est pas mal. Non, là vous vous trompez, le job est gratuit. C'est un autre job que j'avais auprès du secrétaire général qui lui était à 8 000 € par mois, et c'est pour ça que vous me parlez de chômage, je suppose. Oui, voilà. Bien sûr. Vous touchez les assédiques ou quoi? Eh non, malheureusement. Non, il est secrétaire national de l'UMP maintenant, mais c'est pas payé. Hein. Ah non, c'est totalement gratuit. Alors là, vous allez redevenir avocat, alors? Ça y est. Alors, je peux poser une question? Je t'en prie. J'ai vu récemment un sondage qui nous apprenait qu'un pourcentage des membres de l'UMP seraient partisans soit d'une refonte entre l'UMP et le Front National, soit carrément de quitter l'UMP pour aller rejoindre les rangs du Front National. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est évident que si d'aventure il y avait ce type de rapprochement, non seulement je n'en saurais pas, mais je le combattrais. Et si l'UMP jouait à cela, ce serait perdant-perdant. Puisque une grande partie de l'UMP, c'est-à-dire 50 à 60% des adhérents et de ceux qui votent pour ce parti politique, rejoindraient bien évidemment une autre formation ou regarderaient d'un autre côté, et j'en serais. De toute façon, Dominique, les gaullistes partiraient et vous êtes même pas... Les centristes partiraient, vous êtes du parti radical, les radicaux partiraient évidemment les premiers. Voilà. Alors en parlant du parti radical, est-ce que Borloo va se présenter ou pas? Écoutez, je crois que non. Oh. Vous voyez, la déception est immense. Non, mais écoutez, il ne m'a pas dit qu'il y pensait tous les matins en se rasant. Vous savez que c'est la condition essentielle. Sine qua non. Cette fable, il faut y penser tous les matins en se rasant. Oui. Je crois que c'est fini. Parce que ça ne vous concerne pas. Vous avez c'est fini. C'est fini. Ça concerne Martine Aubry, quand même. Ne jouez pas les copés. Oui. Voilà. Après Sarkozy, on n'a plus envie d'avoir quelqu'un qui ne pense qu'à ça. On a vu les ravages que ça faisait. Alors Jean-Louis on va avoir envie d'un autre profil, de quelqu'un de plus équilibré, qui peut-être fait autre chose dans la vie, qui ne pense pas. Bon, qui est patron du FMI, par exemple. Unidimensionnel. Deuxièmement, j'ai déjeuné avec Jean-Louis Borloo. Moi, j'ai l'impression que ça l'intéresse quand même. Oui, non mais écoutez... Aujourd'hui, j'ai déjà avec lui. Aujourd'hui, oui. C'est un scoop. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui, voilà. C'est un scoop. Il a changé, c'est vrai. C'est vrai en plus. Dites-moi, Dominique, moi je vous trouve beaucoup mieux depuis que vous n'êtes plus porte-parole de l'UMP. Plus sympa. Parce qu'avant, on sentait que vous étiez là pour défendre les trucs. Bon, vous n'y croyez pas toujours, c'est normal. Vous étiez obligé de... Non, mais c'est vrai. Vous transmettiez la vulgate sarkozyste. Oui, alors qu'aujourd'hui, je vous trouve vraiment sympa, là, vraiment. C'est vrai, je vous le concède qu'aujourd'hui, je me sens un peu décorseté. Vous êtes libre, d'ailleurs, là. Je dis les choses que je n'aurais pas dites il y a quelques jours. Finalement, merci Copé. Tu vois ? Là, il va crier « Vive Satan !» ou un truc énorme. Bien. Alors, on passe maintenant à ceux qui ont fait l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Alexandre Delval, éditorialiste à François, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Pour sauver la vie de leurs otages détenus par l'AQMI, les Espagnols ont payé, les Allemands ont payé, les Autrichiens, les Suisses, les Italiens aussi, mais pas les Français. Chez nous, monsieur, on ne négocie pas avec les terroristes. La seule stratégie ne peut pas consister à payer des rançons. Bon, à la limite, quand Kadhafi détient quelques infirmières, on veut bien discuter un petit peu, voire passer l'éponge. Et avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, ça, jamais. En même temps, pour négocier, faut être deux. Or, les terroristes refusent de nous parler. 3 mois après l'enlèvement des 5 Français d'Areva, les ravisseurs n'ont toujours pas donné de nouvelles. Faut dire qu'avec toutes les rançons payées par nos alliés européens, l'AQMI n'a plus besoin d'argent, donc plus rien à négocier. Désormais, l'AQMI peut donc se consacrer à l'objectif fixé par Ben Laden, attaquer la France, pour nous attirer dans le même piège que celui tendu à George Bush, la guerre.
si Nicolas Sarkozy pouvait se lancer dans une grande croisade contre le terrorisme au Sahel, l'AQMI n'aurait plus qu'à accuser la France de voler l'uranium du Niger, comme les Américains ont accaparé le pétrole en Irak. Alors évidemment, quand on parle de l'Irak, c'est pas très rassurant de se souvenir qu'en 2003, Nicolas Sarkozy était favorable à l'intervention militaire. Mais bon, là franchement, même si notre président a parfois un peu le sang chaud... Descends un peu le tir, descends un peu. Ce serait quand même ballot de tomber 2 fois dans le même piège. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Gracq. Alexandre Delval, bonsoir. Bonsoir. François, bienvenue parmi nous. Alors d'abord, est-ce que cette histoire de réaction ultra rapide du gouvernement français, c'est pas parce que l'AQMI touche à l'uranium, c'est-à-dire ce qui fait bouffer nos centrales nucléaires? Non, moi je ne le crois absolument pas. Je pense que nous avons payé un certain nombre de rançons, et sous les gouvernements successifs, qu'il y a un moment où on s'aperçoit que payer ces rançons ne permet pas d'avoir, à notre égard, de la part de ces ravisseurs d'otages, une attitude plus, comment dirais-je, bienveillante. Et que, au contraire, cela amplifie le phénomène. Par conséquent, il faut savoir dire stop. J'allais presque dire quelles qu'en soient les conséquences. Je ne le pense pas vraiment, parce qu'il faut le faire avec discernement. Donc, on ne paye plus, comme les Américains font d'ailleurs, et tant pis pour les otages. Ouais, c'est ça la théorie maintenant. J'aimerais qu'on ne paie plus vraiment et partout. Elisabeth? Non, mais vous avez noté que nous avons été très solidaires de la décision prise par le gouvernement. Oui. Maintenant est venu le temps des questions et de la réflexion. Ouais. Parce que rien ne serait pire, je crois, que de militariser l'action contre l'AQMI. Il faut avoir une action absolument résolue. Ce sont, dit-on, 500 types là qui terrorisent une région entière. Juste une question. Est-ce qu'avec l'armée française, on ne peut pas attaquer ces 500 bonhommes qui font régner la terreur au Sahel? C'est ça que je ne comprends pas. À quoi ça sert d'avoir toute cette armée, tous ces avions? Bien sûr. Mais c'est une région immense, dans laquelle il est impossible d'avoir une action par surprise sur le plan terrestre ou par hélicoptère. D'autre part, ces terroristes, ils sont maintenant bien implantés dans la population, parce qu'ils ont amassé beaucoup d'argent avec les rançons, forcément ils font vivre des gens, qu'ils ont des réseaux de solidarité. Donc il faut faire très attention. Mais il me semble que, connaissant, et les experts les connaissent, l'origine de ce mouvement, qui trouve ses racines dans le GIA algérien, ce sont des gens qui sont très idéologisés. Je pense qu'il faut aussi et surtout essayer de porter le fer sur le débat idéologique. Ce qui me surprend, par exemple, c'est que dans les médias arabes, on ne porte pas la contradiction idéologique. On devrait demander à des experts de l'islam qui, comme nous, récusent absolument, n'est-ce pas, ce fanatisme-là, on devrait leur demander de réfuter point par point les arguments religieux qui sont utilisés par ces fanatiques religieux. Parce que qu'est-ce que cherche ce mouvement? C'est évidemment de se donner de la publicité. Je suis d'accord avec Mme Guigou sur un point, il faut porter le débat sur le terrain idéologique. Mais c'est là que le bas blesse. Pour lutter contre Al-Qaïda, il faut lutter contre les sources idéologiques auxquelles ils se réfèrent, et il faut le dire ici, et il ne faut pas que les gens se sentent visés en tant que musulmans. Y compris dans le Coran, il y a le pire et il y a le meilleur. Il y a des phrases extraordinairement tolérantes et il y a des phrases extraordinairement violentes. Et Ben Cher, comme Abdelrazek, le grand imam d'Al-Azhar, en 1925, écrivait « Tant qu'on n'aura pas réformé non seulement les hadiths, la charia, la loi islamique, mais aussi décontextualiser certaines sourates du Coran qui sont d'une violence inouïe, d'une barbarie inouïe, eh bien, ces gens pourront... » Donc vous êtes d'accord avec Elisabeth, finalement? Sauf que le problème, c'est que depuis le XXe siècle, depuis le début du XXe siècle, hélas, le vaste mouvement de réformisme dans le monde musulman a été mis en échec par ceux qui, de manière très démagogique, ont confondu le modernisme avec les idées coloniales. Ils ont fait croire en gros que si vous êtes pour la modernité, la réforme des religions, comme ça se passe partout, vous êtes un complice des francs-maçons, des juifs, des chrétiens, des croisés, des colonisateurs. Être progressiste dans ces pays, ça veut dire être pro-occidental. On a compris, mais ce que disait Elisabeth, et c'est vrai, on n'a entendu aucune protestation de musulmans, même en France. Enfin, je veux dire, quand il y a eu les deux otages parce qu'ils sont terrifiés. Ils sont menacés de mort, ils sont terrifiés. Pendant le ramadan, plusieurs personnes se sont fait tuer et molester en Europe, en Belgique, où je suis souvent, en France, parce qu'ils étaient visiblement pas assez observants
des rituels du ramadan. Ils avaient bu, ils avaient mangé, etc. C'est extrêmement grave. Josiane? Moi, je me demande pourquoi le Mali est devenu une terre d'accueil pour les islamistes. C'est très récent. C'est le désert, c'est les zones de Touareg qui d'ailleurs sont en rébellion avec les gouvernements locaux. En plus, il y a les trafics de drogue, trafic d'immigration clandestine, cocaïne en provenance d'Amérique latine. Donc en fait, derrière l'idéologie dont ces messieurs se prévalent, il y a surtout du business, toutes sortes de trafics, de cigarettes. Le fameux émir qui a été à l'origine de l'assassinat de nos deux compatriotes est connu comme l'imam Marlboro. Ou l'émir Marlboro, parce que c'est un grand trafiquant de cigarettes. Donc ces gens-là sont des voyous. Mais hélas, alors c'est vrai que ce ne sont pas des bons musulmans, c'est vrai que ce sont des voyous, mais ils s'appuient sur une doctrine qui n'a jamais été réformée, qui est valide. Un exemple, les moines de Tibérine, il y a eu un succès avec ce film, les moines de Tibérine ont été tués légalement à partir du texte de Ibn Taymiyyah, qui au XIIIe siècle estimait qu'un moine qui n'était pas isolé, risquait de convertir un chrétien, on peut le tuer par décapitation de manière tout à fait légitime. C'est un texte qui n'a jamais été dénoncé dans les écoles islamiques. On l'enseigne, Ibn Taymiyyah est enseigné à El-Azhar, la plus grande université islamique sunnite. Tant qu'on pourra enseigner des gens qui prêchent la haine ainsi, comment voulez-vous lutter contre le terrorisme islamique? Et là, je rejoins effectivement, c'est un combat idéologique. Alors justement, attentat contre les chrétiens en Irak, contre les Coptes en Égypte, enlèvement au Sahel, attaque évidemment en Afghanistan. Est-ce qu'on n'en est pas au choc des civilisations? C'est pire que ça, c'est la nouvelle solution finale des chrétiens. On a assisté dans les années 50, avec le nationalisme arabe, avec le nasserisme, à l'expulsion de tous les juifs qui étaient en Irak, en Égypte surtout. Et il y a un proverbe arabe qui dit « aujourd'hui samedi, demain dimanche ». Maintenant, on ne s'occupe plus de ceux qui prient le samedi, ils ne sont plus là. On s'occupe de ceux qui prient le dimanche. Au Maghreb, ça risque pas d'être le cas, puisque les chrétiens ont été renvoyés depuis le XIVe siècle. On n'a plus le droit d'être chrétien depuis le XIVe siècle, ça a été légiféré. Mais dans les rares pays musulmans où il y a encore des communautés chrétiennes, la Turquie, il en reste plus beaucoup, puisque le génocide arménien et des Assyro-Chaldéens a déjà liquidé l'essentiel des chrétiens autochtones. Et maintenant, il reste surtout les communautés de Syrie, qui sont protégées par un régime laïque. C'est ça qui est étonnant. Il reste les communautés d'Égypte, parce qu'elles ont un volume impressionnant, c'est très difficile de les éradiquer, ils sont plus de 10 millions. Et il reste ceux d'Irak, mais je dirais, du point de vue islamiste, les choses sont en train de se régler, ils ne sont pas très nombreux, ils sont en train de partir. C'est une forme d'épuration, en fait. C'est une épuration ethnique que j'appelle la nouvelle solution finale de la chrétienté d'Orient. C'est une forme de génocide collectif, pas sur un seul pays, sur tous les pays. Vous qui êtes né au Maroc, enfin, je veux dire, vous avez quand même des amis arabes, vous êtes très impliqués. Quand vous entendez ça, vous réagissez comment? C'est vrai qu'il faut faire prévaloir cet islam tolérant et respectueux de tous les autres sur un autre islam. Les premières victimes du terrorisme islamiste sont les musulmans, en termes de nombre. Bien sûr. En termes de nombre, c'est eux les premiers. De très loin, en nombre. Casablanca, Djerba... C'est pour ça il y a une terreur qui est C'est pour ça que exercée. quand certains tiers-mondistes accusent d'islamophobie ceux qui critiquent cette orthodoxie islamique jamais réformée, c'est très grave. Ils empêchent ce qui pourrait développer le monde islamique, qui a failli le faire au début du XXe siècle, mais, comme je disais, cette rhétorique anticolonialiste a fait obstacle à un mouvement de réformateurs. De modernisation, c'est très clair ce que vous avez dit. Un exemple, Abou Zaïd. Abou Zaïd est réfugié en Europe, le plus grand intellectuel réformiste musulman qui pense que le Coran est de création humaine, d'inspiration divine, mais création humaine, donc réformable. Il n'a pas le droit de séjourner en Égypte. C'est pour vous dire, dans les pays musulmans les plus ouverts, les plus anti-islamistes, on n'a pas le droit de dire le Coran est réformable. Le Coran est interprétable. C'est ça qui est extrêmement grave. Pour vous, c'est le cœur du problème. Dominique, un mot? Nous avons, dans un certain nombre de pays, baissé la garde. Et je pense par exemple au Mali, où l'islamisation des lois est en cours ou en route, avec des conséquences extrêmement graves sur l'organisation de la société, sur le rôle des femmes, etc. Et cela, nous, Européens, qui avons été puissance occupante de ces pays, pour ne pas dire coloniale, n'avons pas réussi à convaincre à ce moment-là nos interlocuteurs du bien fondé de faire évoluer leur propre système social et donc leur propre religion. Et donc nous payons actuellement ce que nous n'avons pas su sommer en quelque sorte à cette époque-là. Il faut dire aussi qu'il y a une responsabilité de certaines élites dirigeantes dans ces pays. Voilà, il n'y a pas que le colonialisme qui explique certaines choses. Parce que franchement... Quand même, on est parti en 1960 quand même, vous voyez. On est en 2010. Donc ça fait 50 ans qu'on est parti. On ne peut pas continuer à s'accuser nous-mêmes des malheurs de ces pays. Nous, on n'a pas à faire la leçon, mais on a à dire, vous avez votre propre responsabilité. Et je constate qu'il y a de plus en plus de populations éduquées dans ces pays-là qui ont envie de vivre une démocratie, alors à leur façon, parce qu'on ne peut pas exporter notre propre modèle. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut se défier quand même des solutions manichéennes et des analyses manichéennes.
prochaine. Ça, Très bien. Ben voilà, ce sera le mot de la fin. Alexandre, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Josiane Balasco, mesdames, messieurs. Elisabeth Guigou. Dominique Payet. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Micheline Pierre. Bonsoir. Alors, Micheline, 30% des Français disent souffrir de la solitude. À Paris, ce chiffre monte à 45% de la population. Le drame est tel que Nicolas Sarkozy a décidé d'élever la lutte contre la solitude au rang de grande cause nationale pour 2011, avec sa réélection bien sûr. Micheline, après un parcours professionnel bien rempli et une vie de famille bien assumée, vous avez failli mourir de solitude. Comment en êtes-vous arrivé là? Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Mais en attendant, j'accueille Stéphane Guillon. À vous, Stéphane, pour la semaine de Guillon. Et on commence avec ce cri d'alarme du Parisien: ne tirez pas sur les bécasses. Oui, les bécasses ont le droit de vivre, même si elles déraillent, même si elles inventent des mots, même si elles font leur promo sur la tombe de François Mitterrand. Pitié pour les bécasses. Le Sarkozy nouveau est arrivé, rassembleur, protecteur et tout en sobriété. Non, 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 faites gaffe, vous faites pas avoir, c'est le même modèle que les années précédentes. Il change l'emballage, le packaging, mais l'intérieur est le même. C'est de la daube. Les réseaux, les connexions, tout est naze. Moi, j'ai plein de potes qui se sont fait avoir. En 2007, ils ont pris l'abonnement pour 5 ans, ils s'en mordent encore les doigts. « 180 Airbus vendus à l'Inde. Merci Carla, titre François. » D'après le journal, ce succès est lié à la présence de la première dame. François, ils devraient installer leur bureau dans la cour de l'Élysée. Comme attaché de presse officiel du pouvoir, ce serait plus pratique. Un sondage du Point révèle qu'un lecteur de François a un vocabulaire de 1500 mots, alors qu'un lecteur du Monde, 3000. Ah bah voilà, tout s'explique. Pardon, lecteur de François, j'ignorais que... Donc oui, oui, c'est exact. C'est grâce à Carla qu'on a vendu des Airbus. Un des cadres de chez Renault, viré pour espionnage, était censé accueillir Éric Besson lors de sa visite du site de Guyancourt. Ah, c'est con, hein? Quand un traître rencontre un autre traître, qu'est-ce qui se raconte? Des histoires. Ah, ils sont boyés. Ça y est, DSK est candidat aux primaires du PS. La boutique du parti a officialisé sa candidature en mettant en vente un lot de 5 préservatifs. Orné des plus belles phrases de Jean Jaurès. Il ne peut y avoir révolution que là où il y a conscience. Ça donne envie de tirer un coup. Cela dit, je ne sais pas ce qu'en pense Madame Guigou. 5 préservatifs pour l'entrée en lice de DSK, le PS a vu un peu juste. Ça va lui faire la matinée. Le Mediator pourrait être à l'origine du décès de 2000 personnes. Il était prescrit comme coupe-faim. C'est vrai que c'était efficace. T'en prenais, tu ne mangeais plus du tout. On peut voir une photo avant et après. Ah putain. Ah ouais. Attention aux boissons light, l'aspartame serait responsable d'accouchements prématurés.
L'idéal, c'est de boire un Coca Light tout en prenant du Mediator. Vous accouchez d'un prématuré, mais comme vous faites une crise cardiaque, vous n'avez plus à vous en occuper. Jean-François Copé présente son gouvernement pour 2017. 2017. Là, c'est du domaine de la psychiatrie. Hein. Il faut qu'ils rentrent au Parti socialiste, Copé. Ils ont des égos disproportionnés, ils sont capables de se battre dans un cimetière, mais starbés à ce point-là, ils n'ont pas. Les manchots bagués meurent plus vite que leurs congénères. Des chercheurs se sont aperçus qu'en mettant des bagues autour des nageoires des manchots, ils coulaient. Devraient s'abonner à François, les chercheurs. Il y a plein de trucs pour eux. Un chien surdoué connaît par cœur 1022 mots. 1022 mots. Le chien peut lire François avant de l'apporter à son maître. Un Niçois vient de sortir un parfum Michael Jackson. Frédéric Mitterrand en aurait commandé plusieurs flacons. C'est doux, c'est sucré, ça sent la fraise tagada, les enfants adorent. Et on termine avec une déclaration de Marc-Olivier Fogiel. Si j'avais voulu partir d'Europe 1, j'aurais pu emboîter le pas d'Alexandre Bompard. Une clause de mon contrat m'y autorisait. Ah, c'est con. Il aurait dû partir. Aujourd'hui, Bompard dirige la Fnac, Fogiel en vendeur. Il aurait été parfait. Bonsoir. Bonsoir. Je vous propose le coffret Dalida, les années Orlando, c'est un best-of. De 10 pour le prix d'un seul. Europe 1 va plus loin. Enfin, pardon, la Fnac va plus loin. Vous avez également la nouvelle compil d'Hervé Villard, 9 CD, plus de 200 chansons. Capri, c'est pas encore fini, je vous l'emballe. Vous voulez un papier cadeau? Vous avez la carte Fnac, vous faites le code. Merci, bonsoir. À la semaine prochaine, merci, bonsoir. Voilà, c'était Stéphane Lyon, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. D'ici là, sur canalplus.fr et sur scène. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Micheline, rebonsoir. Vous êtes né le 21 mars 1945 à Asnières, le pays des ânes. Votre père, ouvrier du bâtiment, puis chauffeur de taxi, puis clerc de notaire. Votre mère travaille dans une blanchisserie pendant la semaine et elle fait des ménages le week-end. Donc des gens simples, mais courageux, qui vous inculquent le goût de l'effort. Beaucoup, même jeunes, ouais. Et à se débrouiller. Ouais. À rendre des bouteilles, par exemple. Ouais, ouais. Aller faire des courses pour les commerçants. Ouais. Faire des petits trucs comme ça pour payer quelque chose à un moment à la fête des mères. Alors, dès votre plus jeune âge, vous êtes scolarisé à l'école catholique Sainte-Anne, qui est fréquentée par les enfants bien nés du quartier. C'est cher, c'est très cher pour vos parents, mais vous êtes bonne en classe. Et vous donnez des coups de main à la blanchisserie, vous vous brûlez les mains avec les fers à gaz pour 1 franc par jour, pour aider vos parents à payer votre scolarité. Oui, c'est exact. C'était difficile, le fer à gaz? C'était difficile, mais je sais maintenant encore bien m'en servir et je trouve ça très sympa. Ouais. On repasse très bien avec. Malheureusement, quand votre père est licencié et votre mère devient malade, ils ne peuvent plus payer votre scolarité à l'école catholique Sainte-Anne. Vous êtes viré de l'école. Bon, moi, j'ai réagi très mal parce que elle n'a pas dit ça devant moi, la mère supérieure, mais quand je suis sortie, que ma mère me l'a dit, je suis rentrée et je lui ai dit aujourd'hui, je croirai en Dieu, mais je ne croirai plus en tous ceux qu'il représente. Ouais. Et j'ai dit, je ne ferai pas baptiser mes enfants si j'en ai. Ouais. Alors, vous êtes obligé de bosser à l'âge de 14 ans. Vous entrez chez un grossiste en tissu
pour fabriquer des catalogues d'échantillons avec des petits bouts de tissu. Tout ça pour 210 francs par mois. Et comme vous êtes extrêmement courageuse, Micheline, tous les soirs, jusqu'à 23h, vous prenez des cours de comptabilité. Et en plus de ça, vous gardez des enfants le week-end. Et finalement, un jour, à force de prendre ces cours de comptabilité, vous devenez comptable chez le grossiste en tissu. Exact. Alors, sur le plan sentimental, vous êtes très courtisée, vous êtes très mignonne, vous êtes missanière, hein, et vous tombez amoureuse d'un Suédois, très beau et très riche, mais malheureusement, ce Suédois, il épouse une héritière de son pays. Il vous propose de vivre avec lui malgré tout, mais vous voulez pas, quoi. Je voulais être la première. Ouais. Ça me plaisait pas de passer après. Voilà. Et là, j'ai fait une bêtise. Ah ben, vous faites une bêtise, là, oui, on verra après, mais c'est vrai que vous faites le tour de tous les prétendants que vous avez à l'époque. Vous choisissez un ingénieur qui est employé par une société de chauffage central et de climatisation. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas amoureuse de lui, quoi. Non. Voilà. Mais on s'entendait bien comme beaucoup de gens qui se mariaient à l'époque un peu sans amour, parce que nous, on sortait de la maison, c'était pour se marier. Bah oui. Alors là, vous doublez votre salaire en entrant chez un notaire de Levallois. Vous devenez propriétaire avec votre mari, vous faites des enfants, Isabelle et Sébastien. Enfin, c'est une époque un peu dorée, parce que vous finissez par travailler dans une étude assez prestigieuse rue Royale, à Paris. Vous fréquentez un peu le gratin, le gratin des affaires et de la banque, quoi, à ce moment-là. Malheureusement, c'est là que les galères commencent. Voilà. Sur les conseils de sa mère, votre mari monte sa boîte et c'est un fiasco intégral. Exactement. Faillite, dette, descente aux enfers, jusqu'à ce que l'eau et l'électricité du pavillon familial soient coupées. Et là, c'est terrible, vous êtes obligé de vous installer avec vos gosses dans l'arrière-boutique d'un magasin en sous-sol. C'était grave pour mon petit bonhomme qui avait 19 mois et qui voyait pas le jour. Et puis les trains, quand ils passaient, on était à côté du Louvain-Ferré. Ouais. Et la nuit, les matelas, ils faisaient ça tellement... Ouais. Et puis à côté, on sentait bien que c'était les caves, que c'était humide et tout. Alors, à l'époque, donc, vous virez votre mari, mais les dettes de votre mari vous poursuivent. Ce qui vous fâche avec votre patron... qui vous reproche évidemment les prêts qui avaient été faits, etc. Vous démissionnez, mais c'est un milieu où quand on démissionne, finalement on est à l'index, donc vous vous fâchez un petit peu avec le monde des notaires et des employés de notaires, jusqu'à ce que le pavillon familial soit saisi par la justice. Et là c'est terrible parce que vous n'avez plus le droit de rentrer chez vous, il y a des scellés, vous débrouillez de rentrer chez vous quand même, vous faites aider. Et vous prenez des objets de valeur que vous allez vendre dans la rue, assise sur le trottoir, comme un chiffonnier, quoi. Oui, bah c'était avec des chiffonniers d'ailleurs, qui venaient vendre le long du cimetière du Kremlin-Bicêtre. Mais c'était la seule façon que je puisse nourrir mes enfants. Bien sûr. Alors, c'est l'époque des petits boulots. Vous bossez dans une station-service, dans un supermarché, faites de l'intérim. À l'époque, vous avez 2000 francs par mois. Avec 2 gosses. Alors là, vous parvenez à retravailler dans le notariat, et puis, comme vous êtes courageuse, le week-end, faites les marchés. Alors, vous êtes soit dans la boucherie, dans le muguet, dans la brocante, dans tout ce qui peut vous rapporter vous avez fait tous les métiers. Un peu de blé, ouais. À part le poisson, c'est tout ce que j'ai pas fait, parce que ça, je pouvais pas. Alors, à 55 ans, là, ça y est, vous avez assez d'annuités pour prendre votre retraite, pour vous reposer un petit peu. Et là, vous découvrez votre surendettement. Effectivement, c'est facile, tous ces crédits, hein. Sauf Inco, c'est TLM, c'est facile quand on a besoin d'argent. Mais là, vous voyez quand même que vous en avez une bonne dose. Et que malgré une retraite qui, finalement, est de 2000 €, ce qui est pas si mal, en fait, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Oui. Alors, c'est là que vos enfants prennent leur indépendance. Isabelle part travailler dans un labo en Écosse. Sébastien va s'installer dans le sud de la France. Ils s'appellent moins souvent. Vous n'avez pas tellement d'argent pour les appeler. Donc, effectivement, les liens se distendent un peu avec eux. Et là, vous découvrez donc la solitude, la vraie solitude. Oui. Celle qu'on n'a pas choisie, la solitude qu'on subit. Vous vous retrouvez seul avec votre télé allumée tout le temps. Oui. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de réfléchir. Oui, ça a été ma période de télé, oui. Ouais.
Alors là, les amis que vous aviez disparaissent parce que vous n'avez plus d'argent, mais en fait, vous leur demandiez pas de l'argent. Et ils ont peur que je leur en demande, et puis je les invite plus, donc c'est eux qu'il faudrait qu'ils payent. Ouais. Alors, parce que c'était pas la réciprocité, c'était plutôt toujours moi qui invitais. Donc, je me suis retrouvée que même une collègue a dit « Oh ben non, moi je peux pas, parce que moi la voir comme ça me rend malade. » Ah putain, c'est horrible ça. C'est terrible. C'est horrible d'entendre ça. Et alors, il y a aussi les voisins. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé, vous connaissiez tous les voisins, évidemment, donc c'était un contact avec le monde. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils changent les gens. Donc les nouveaux voisins, évidemment, vous les connaissez pas. Et puis les mœurs ont changé, on se dit plus bonjour, même dans l'ascenseur. Donc vous enfoncez à ce moment-là dans la solitude, quoi. Je perds vraiment contact, oui. Vous êtes dans l'isolement, dans le silence. Oui, j'ai même plus envie de me lever pour aller me faire à manger. Ouais. Je laisse plus ou moins mon appartement se dégrader. Et puis il y a le problème de l'arthrose. Voilà. Qui réduit votre mobilité, évidemment. Où vous avez du mal à sortir parce que c'est douloureux. Et un jour, donc, à 6 h du matin, vous vous levez, vous tombez, vous vous cassez le bras. Impossible de vous relever. Et là, pendant 2 heures, vous hurlez. Oui, vous entendez les gens à côté, vous hurlez pendant 2 heures et personne ne vient. Et j'ai eu quand même le réflexe d'ouvrir ma porte d'entrée et en même temps, donc j'ai dit en criant au secours sur le palier, ils vont entendre. Non, ça 2 heures avant que quelqu'un veuille bien appeler les pompiers. Voilà, personne n'est venu vous voir, ils ont juste entendu hurler, donc ils appellent le SAMU. Ça, c'est terrible parce que vous vous dites vraiment, c'est pas la peine d'être dans une tour de 12 étages pour qu'il n'y en ait pas un seul qui... Ouais. À partir de là, vous perdez vraiment la notion du temps. Vous restez seul toute la journée en train de regarder la télé et finalement, soit vous écoutez la télé, soit vous parlez à Dieu. Oui, je parle à Dieu. Ouais. En 2010, vous touchez vraiment le fond parce que la solitude se mue en dépression. Oui. Et là, vous êtes toujours harcelé par les créanciers, par les huissiers. Surtout par un. Ouais. Là, vous restez au lit, vous attendez la mort dans votre lit, sans manger, sans vous occuper de vous, sans vous occuper de l'appartement. Vous laissez mourir, quoi. Et à un moment, heureusement, grâce à Dieu, je dirais, dans un dernier élan de survie, vous appelez l'assistante sociale. Et alors, quand elle arrive, vous ne vous êtes pas alimenté depuis 3 semaines. Votre appartement est envahi par les ordures, infesté de cafards. Enfin, c'est une désolation, Micheline. Hein. Oui, c'est vraiment l'isolation totale. Ouais. Et vos enfants vous appellent jamais? Ils m'ont appelé, mais j'ai pas voulu leur dire la détresse. Oui, c'est ça, vous êtes pudique. Ouais. Assez, oui, dans... Ouais. Oui, et à ce moment-là, vous étiez en train de mourir? Dans Différence Générale, oui. L'association Saint-Vincent-de-Paul vous a beaucoup aidé, hein? C'est ce qui m'est arrivé le mieux depuis. Ouais. Parce que c'est eux qui m'ont... Ils sont venus chez moi, ils ont vu des meubles qui étaient esquintés, des choses qui étaient... Ils m'ont tout remis dans mon appartement et ils continuent toujours. Ouais. Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle famille. Ouais, ça y est. Parce que ça y est, ça repart. Ouais. À Noël, ça fait longtemps que je n'avais pas fait un Noël. J'ai fait un Noël formidable. Et ce sont des gens formidables. Ben voilà. Voilà. J'ai toujours essayé de retomber sur mes pieds. J'espère que j'y suis arrivée. Et puis, ça y est, là. Maintenant, ça y est, je repars. Vous êtes une star de la télé maintenant, Micheline. Merci. Elisabeth? Ça fait beaucoup réfléchir ce que vous nous avez dit, madame. On doit aussi chacun s'interroger sur est-ce qu'il n'y a pas autour de nous des personnes comme vous, qu'on ne soupçonne pas et qui sont là dans la détresse. Le réflexe d'un sourire, ça coûte rien. Vous montez dans l'ascenseur, un sourire, un bonjour, ça coûte rien. Mais ça fait toujours plaisir.
Josiane, on peut dire pour conclure que c'est le pitch du Père Noël est une ordure. SOS Amitié, bonjour. SOS Détresse Amitié, donc sauf que nous, nos désespérés étaient quand même pas de la même nature que Micheline. Absolument. C'était des fous furieux et Micheline Oui. pas du tout. Micheline a vécu une vie de travail, de labeur, tous les jours, ouais. avec un grand courage et il y a eu une injustice terrible qui s'est terrible de abattue finir sur elle. comme ça. Bon, Voilà. enfin. Mais à la fois, elle n'a pas fini parce qu'elle recommence. Non, tout va bien. Oui, je recommence. Voilà. Tout va bien. Je recommence avec ça. Voilà, merci. C'était Salut les Terriens avec Josiane Balasco pour La Nuit sera chaude au Théâtre de la Renaissance à partir du 25 janvier. Elisabeth Guigou, députée PS de Seine-Saint-Denis pour Une Europe juste au Cherche Midi. Merci. Dominique Payet, secrétaire national de l'UMP. Alexandre Delval de François et Micheline Pierre. Merci, courage. Elle va vous inviter pour sa pièce. Ah oui, oui. Bah oui. Le 25, voilà. Vous allez aller voir la pièce. Voilà. Je vous enverrai une invitation. Ah, ça c'est gentil. Ben voilà. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec le SAV des émissions. Et à partir de 20h25, le multifoot présenté par Éric Bénard avec la 20e journée de Ligue 1. On se retrouve la semaine prochaine avec Bernadette Chirac. Et d'ici là, sur canalplus.fr, salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.